À l'Agence nationale de sécurité, ils l'ont appelé le programme. Nous sommes en état d'urgence. Créé après le 11 septembre. Une action secrète au plus haut niveau du gouvernement, sous 2 présidences. Ils espionnaient tout l'Internet. Il a décidé de garder intact presque tout le programme. Et que lorsque tout ça sera connu, ce sera l'enfer sur Terre. That part of the program. Patriot Act. This time in Buffalo, New York. In Buffalo, he continued his push for an extension of the anti-terror law. En 2004, le président Bush se lance en campagne électorale en déclarant qu'il n'existe aucun programme de surveillance sans mandat. Cela dit, rien n'a changé. Lorsque nous traquons les terroristes, il nous faut d'abord obtenir un mandat de la Cour. Bush l'a dit à plusieurs reprises. Lorsque vous entendez dire que nous faisons de l'écoute électronique, ça veut dire que nous allons chercher des mandats. On savait que c'était faux. Il éludait complètement par ailleurs les autres activités de la NSA. Nous avions en notre possession des milliers, pas seulement des dizaines ou des centaines, mais plusieurs milliers de documents top secrets de la NSA qui touchaient un large éventail d'activités de surveillance et qui émanaient d'une des sections les plus névralgiques de l'agence. Pour la première fois à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que cette histoire serait du jamais vu dans toute l'histoire politique et journalistique américaine. Ils avaient devant eux un petit blanc-bec, avec un corps d'étudiant maigre qui semblait sortir tout droit du secondaire. Et c'était lui leur source. C'était cet homme qui détenait, soi-disant, les joyaux de la couronne. Les documents qu'Edward Snowden leur avait remis révélaient en détail les dessous d'un des secrets les mieux gardés du gouvernement des États-Unis. On le connaissait sous le nom de programme. Pendant que le président répétait que le gouvernement n'agissait jamais sans mandat, à Washington, Thomas Tamm, l'avocat du département de la justice, savait que ce n'était pas le cas. Ça m'a tourmenté durant plusieurs mois. Ça me bouleversait de savoir comment le gouvernement s'éloignait de nos saines gestions de travail. Thomas Tamm ne savait pas que Jack Goldsmith et le plus haut dirigeant au département de la justice avaient failli démissionner. Mais ses craintes à l'égard du programme augmentaient. Il se tourmentait à ce sujet. Il a passé des nuits blanches à se demander ce qu'il devrait faire. Au moins, je savais une chose, que je ne voulais plus participer à ce qui se passait. Thomas Tamm décide alors de poser un geste spectaculaire, surtout pour un fils et un neveu d'agents haut placés du FBI. Un jour, à l'heure du lunch, il s'engouffre dans une station du métro de Washington. À partir d'un téléphone public, il fait un appel anonyme au New York Times. Il a raconté qu'il était en sueur, nerveux, et qu'il regardait partout. Il a dit qu'il se sentait comme un espion lorsqu'il a téléphoné. Mais il l'a fait. Je savais pertinemment que si on me découvrait, et je croyais vraiment qu'on allait me découvrir éventuellement, que les conséquences seraient graves. Mais j'estimais que c'était important. Ce coup de fil était destiné à un journaliste spécifique du New York Times. J'avais lu des articles signés Eric Lichtblau dans le New York Times. Je savais qu'il couvrait le département de la justice. Eric Lichtblau n'a pas voulu confirmer que Tamm était sa source. Par contre, il reconnaît avoir reçu des informations d'une source anonyme. Une des premières sources révélait que les activités d'un programme hyper sophistiqué d'espionnage causaient tellement de tensions et de controverses au département de la justice qu'il était question d'intenter des poursuites contre le procureur Ashcroft. C'est sûr que ça attise la curiosité. Thomas Tamm tiendra avec Lichtblau une série de conversations clandestines en banlieue de Washington.
J'ai fini par lui révéler mes soupçons, soit que seul un très petit nombre de personnes savaient ce qui se passait et que des avocats chevronnés de très haut niveau estimaient que le gouvernement agissait dans l'illégalité. Après ces révélations, Thomas Tamm retournera vaquer à ses occupations au département de la justice. Au New York Times, Eric Lichtblau savait qu'un autre journaliste, James Risen, avait lui aussi eu vent de l'existence du programme. Empressé d'entendre le général Hayden à ce sujet, James Risen téléphone à la NSA. J'ai dit à l'attaché de presse qu'il fallait que je parle à Hayden immédiatement, car le sujet était très sensible, mais sans lui dire exactement de quoi il s'agissait. À ma grande surprise, elle me l'a transféré immédiatement. Je lui ai lu 2 paragraphes du brouillon de mon texte. Quelques mois après les attaques du 11 septembre, le président Bush a secrètement autorisé l'Agence de sécurité nationale à mettre sous écoute des Américains et d'autres. Je l'ai entendu inspirer d'un coup comme s'il disait « Oh !» Il ne l'a pas dit, mais c'était comme s'il me disait « Je ne peux pas croire que vous avez ces informations. » Je pense que c'est inapproprié. Il y a une raison pour laquelle nous gardons secrètes nos sources et nos méthodes de renseignement. C'est la même chose pour les journalistes qui veulent garder leurs sources et leurs méthodes secrètes. Voyez-vous, on ne peut pas survivre sans le sceau du secret. Je l'avais pris par surprise. Il a commencé à confirmer, mais dès qu'il s'en est rendu compte, il a raccroché. Michael Hayden a tout de suite sonné l'alarme. Le New York Times allait bientôt divulguer l'existence du programme au beau milieu d'une année électorale. La Maison-Blanche réclame alors une série de rencontres avec le Times. La première se tient au Eisenhower Executive Office Building. John McLaughlin, le directeur par intérim de la CIA, préside la réunion. Dans un langage un peu orwellien, il disait « Si les États-Unis opéraient de fait un tel programme, nous exigerions que le New York Times ne publie aucune information à ce sujet. » J'ai commencé à prendre des notes, ce qu'ils ont tenté de m'empêcher de faire. C'était une réunion très tendue qui n'a fait que me confirmer que nos articles étaient fondés et qu'ils essayaient d'empêcher leur publication. À chaque réunion, le gouvernement continuait de soutenir que le programme était à la fois efficace et légal. L'argument le plus fort qu'ils ont avancé, mais le plus fallacieux selon moi, était que tout avait été entériné par des experts en droit, que c'était légal et constitutionnel. Tous étaient d'accord sur ce point. Tout ça était parfaitement légal. De retour dans les bureaux du Times, les journalistes ne cessaient de dire à leur patron que la Maison-Blanche leur mentait. Mais la rédaction n'était pas convaincue qu'il fallait aller de l'avant. Il y a eu de vives discussions et nous étions très émotifs des 2 côtés. Nous, on insistait sur la pertinence, sur le fait que nos sources nous disaient que c'était illégal et inconstitutionnel, et qu'il y avait de toute évidence des gens au gouvernement qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce que les hauts fonctionnaires tentaient de faire croire à la rédaction. À l'automne 2004, le gouvernement invite la haute rédaction du Times à une réunion à huis clos. Le rédacteur en chef Bill Keller y rencontre les principaux conseillers du président, dont Condoleezza Rice, le général Hayden et Alberto González. Ils insistent tous pour dire à Keller que divulguer l'existence du programme mettrait en péril la sécurité nationale. Il y avait consensus. Tous ceux que nous avons rencontrés au gouvernement s'entendaient pour dire que ça constituait un très grand danger. Ces gens-là sont sérieux, vous savez. Et autour de la table, parmi tous les gens que nous avons rencontrés, le consensus était absolu. Ils répétaient avec véhémence que ce serait dangereux. Après de longues discussions, nous avons finalement décidé de ne pas publier. Bill Keller tue donc la une. La Maison-Blanche avait gagné. Le programme allait continuer dans le plus grand secret. Le général Hayden venait d'être promu par la Maison-Blanche à la surveillance de l'ensemble des opérations de renseignement. Son remplaçant était le général Keith Alexander. Cette mutation donnait à Tom Drake une nouvelle chance de faire part de ses inquiétudes au sujet du programme. Il envoie alors au général Alexander une lettre portant le tampon « Top secret ». À mon poste, le dernier geste officiel que j'ai posé, pour ainsi dire, a été d'écrire cette lettre officielle à Keith Alexander. La lettre stipulait que les activités de collecte de renseignements avaient dérapé et nécessitaient un redressement.
Mais le général Alexander ne se montrera pas plus réceptif que le général Hayden. Et en écrivant directement au général, Thomas Drake avait dérogé au protocole. Ses jours dans la boîte étaient comptés. Ils ont revu ma définition de tâche en la nivelant par le bas. Je n'avais littéralement plus rien à faire. J'avais un bureau, j'avais un insigne parce que j'étais un cadre supérieur, mais rien d'autre. Pas de programme, pas d'équipe, rien. Thomas Drake s'était lié d'amitié avec l'équipe de Thin Thread, Benny, Webby, Loomis, ainsi qu'avec Diane Rourke, rattaché au Congrès. Ensemble, ils envisageaient maintenant de recourir à leur option nucléaire, à savoir contacter la presse. Je me souviens d'avoir lancé la question un soir. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Tom ne peut plus rien faire. Alors on s'est dit, est-il temps de contacter la presse, de passer à l'option nucléaire? Et on avait tous peur de le faire. Nous voulions essayer de convaincre le gouvernement de changer sa façon de faire de l'intérieur. On ne voulait pas forcer les choses en alertant le quatrième pouvoir, c'est-à-dire le public. Cette option de contacter la presse présentait de multiples dangers. En premier lieu, on serait certainement renvoyé. Et ça pouvait aller beaucoup plus loin. Presque un an s'était écoulé depuis que le New York Times avait refusé de publier son enquête sur la NSA. Durant ce temps, le programme avait pris énormément d'ampleur. Des téraoctets de données sur les appels téléphoniques et les courriels des Américains avaient été secrètement interceptés. Finalement, le journaliste James Risen du New York Times décide qu'il en a assez et qu'il est temps d'agir en faisant cavalier seul. De toute évidence, l'histoire était au point mort. Je me suis dit que la seule façon de la faire connaître était d'en faire un livre. Une surprise attendait Eric Lichtblau, que James Risen avait invité à venir chez lui. Il voulait en effet lui lire le brouillon d'un des chapitres de son livre, dont le sujet était l'enquête que le Times avait refusé de publier. Le chapitre était simplement intitulé « Le programme ». On y apprenait grosso modo l'existence de ce programme et le fait que le gouvernement avait réussi à convaincre le journal de ne rien publier sur le sujet. J'ai dit, je veux m'assurer que tu es à l'aise avec ça. Il a dit, la seule chose que je te demande, c'est mets mon nom aussi. Mais rapidement, la rédaction du New York Times aura vent du projet de James Risen. J'avais entendu dire qu'il voulait peut-être parler de la NSA dans son livre. Disons que nous avons eu une série de conversations plutôt délicates à ce sujet. Mes patrons étaient furieux. Ils me trouvaient insubordonné. Mais ils tenaient un fusil sur leur tempe. Ils étaient forcés de reconsidérer la chose parce que le Times allait plutôt mal paraître. Dans les mois suivants, chacun a tenu son bout. C'était à qui lâcherait le dernier, moi et mon livre d'un côté et le New York Times de l'autre. Au Times, l'homme qui avait refusé de publier l'histoire un an auparavant était maintenant confronté à un choix difficile. Il fallait décider entre « on ne peut toujours pas publier cette histoire » ou « la situation a suffisamment évolué et on peut y aller ». Et dans ce cas, il fallait présenter l'histoire sous son meilleur jour et prévenir le gouvernement. Par un soir glacial de décembre, le rédacteur en chef Bill Keller, Phil Taubman et le directeur de la publication au New York Times, Arthur Sulzberger, sont convoqués à la Maison-Blanche. Nous étions dans le bureau ovale. M. Sulzberger a ouvert la bouche, mais le président dit « Je vais commencer. Je veux vous dire pourquoi ce programme est si important, pourquoi nous pensons qu'il peut sauver des vies et pourquoi ça devrait rester secret. » Le président cède ensuite la parole au général Hayden pour qu'il prononce un de ses célèbres briefings. C'est difficile de briefer dans le bureau ovale. On ne peut pas étaler des documents devant les gens. Je leur ai expliqué du mieux que j'ai pu les buts de ce programme en me servant bien sûr d'exemples précis. L'exemple qu'il a donné était celui d'un extrémiste qui aurait planifié la destruction du pont de Brooklyn avec un appareil ayant la forme d'un chalumeau. Les rédacteurs du Times se grattaient la tête parce qu'ils trouvaient plutôt improbable que quelqu'un puisse se planter là avec ce qui ressemble à un chalumeau et arrive à détruire le pont de Brooklyn sans que personne ne le voie et l'en empêche. Ça leur semblait absurde. Le président a ensuite sorti son as, brandissant la menace que c'est le New York Times qui serait responsable de la prochaine attaque.
Il a dit, « Écoutez, si vous publiez cet article et qu'il y a un autre 11 septembre, nous allons être convoqués par le Congrès pour expliquer comment il se fait que nous avons échoué à prévenir cet acte. Et vous devrez être assis à nos côtés pour vous expliquer, parce que vous serez les complices de ces attentats contre notre pays. » Le Times décide néanmoins d'aller de l'avant et de révéler l'existence du programme. For years now, the NSA has been secretly spying on its own citizens. L'article du New York Times, paru en décembre 2005, a créé une véritable onde de choc. C'était la définition même de ce qu'est une activité illégale commise par le gouvernement. On appelle ça le point de suspension. Lorsqu'une chose pareille devient publique, qu'est-ce que le patron va faire? Va-t-il se tenir debout et vous appuyer ou soudainement prendre ses distances? Pour une fois, le président a décidé de faire front et de prendre lui-même les choses en main. Il est passé à l'offensive pour contrer les critiques de ceux qui l'accusaient d'être allé trop loin. Pour la première fois, le gouvernement admettait l'existence du programme. Ce programme est ultra secret et crucial pour la sécurité nationale. Il sert à détecter et à prévenir les attaques terroristes contre les États-Unis, nos amis et nos alliés. D'entrée de jeu, le président minimise la portée de ce programme et donne une description tronquée de ce qu'ils font. Il donne l'impression à la majorité des Américains que tout ça n'est probablement pas si grave, finalement. Aucune mention n'était faite de la collecte massive de renseignements effectuée en sol américain. Son interprétation des faits était erronée depuis le début. Le programme n'était pas conçu pour surveiller des suspects, des conspirateurs connus, ce qui se faisait facilement en obtenant un mandat. Le programme passait au crible une gigantesque quantité de données, littéralement des milliards d'appels et des milliards de courriels, afin de débusquer des conspirateurs inconnus. Encore une fois, le général Hayden se voit confier la tâche de rencontrer la presse. Lui aussi minimisera la portée du programme. Les objectifs et les cibles étaient clairs. On visait Al-Qaïda. Chaque appel ciblé par le programme impliquait toujours un interlocuteur hors des États-Unis. Lorsqu'il s'est fait poser des questions sur l'étendue du programme, il n'a parlé que de l'infime partie qui avait fait l'objet d'une fuite. Il n'a pas mentionné les multiples ramifications toujours secrètes, mais qui étaient bien pires. Il ne mentionnait pas que la NSA interceptait les appels téléphoniques et les courriels échangés en sol américain. Le général Hayden affirmait même qu'il n'y avait eu aucune opposition à l'interne concernant le programme. Pas un seul employé de la NSA n'a formulé la moindre inquiétude à propos de ce programme auprès de l'inspecteur général de l'agence. Je dirais même plus. Personne parmi le personnel à qui on a demandé de travailler à ce programme n'a répondu autrement qu'avec enthousiasme. Lors de sa conférence de presse, le général Hayden a testé plusieurs des tactiques que le gouvernement avait mises au point pour dévier les questions et tromper la population. J'étais abasourdi en l'écoutant, parce que ce qu'il disait était mensonger. Il nous trompait. Et ce tourbillon de mensonges ne faisait que commencer. À la NSA, Thomas Drake observait attentivement les réactions de la Maison-Blanche. La plus grande partie du programme était consacrée au ratissage en vrac d'informations, de millions et de millions d'appels téléphoniques, de courriels, de navigation sur Internet, de transactions bancaires et de renseignements sur des cartes de crédit. Après 4 ans à l'interne à sonner l'alarme concernant le programme, Thomas Drake réalisait qu'il était désormais à court d'options. Il décide d'agir seul, sans l'équipe de Thin Thread. Il joint une journaliste du Baltimore Sun, Jovan Gorman. Au début, Thomas Drake demeure totalement anonyme, en utilisant uniquement des courriels cryptés. Elle ne savait pas qui j'étais. J'étais simplement qualifié de haut fonctionnaire. C'est sur ce terme qu'on s'était entendu lorsqu'elle devait parler de moi dans ses articles. Mais j'étais pour elle une source de très haut niveau.
Jovan Gorman écrira une série d'articles fouillés sur la NSA, sur ThinThread et sur la surveillance sans mandat de millions de citoyens américains. Mais Thomas Drake n'était pas le seul à couler de l'information. Au même moment, le New York Times révèle l'épisode du procureur général Ashcroft dans sa chambre d'hôpital, tandis que le USA Today dévoile que le gouvernement continue de collecter des dizaines de millions d'appels téléphoniques de citoyens américains. À la Maison-Blanche, le vice-président Cheney, furieux, se jure d'identifier les auteurs des fuites. L'enquête confiée au FBI deviendra une gigantesque chasse à l'homme orchestrée par Alberto González, le nouveau procureur général. Ils avaient violé la loi. Ils ont divulgué des renseignements classés secrets. C'est contraire à la loi. La justice doit poursuivre ceux qui contreviennent à la loi. Les agents amorcent aussitôt leur enquête à 2 pas de là, au département de la justice. Ils convoquent tous ceux qui ont travaillé avec la FISA, incluant Thomas Tamm. Ils se mettent à recevoir des appels au bureau de cet agent du FBI, Jason Lawless. Mais il les ignore. Terrifié, Thomas Tamm refusait de rappeler. Jason Lawless l'a finalement rejoint au téléphone et lui a dit « Je n'en ai que pour quelques minutes ». C'est alors que Thomas Tamm, paniqué, va sceller son sort. Je lui ai dit que je ne lui parlerais pas, que j'avais choisi d'exercer mon droit, garanti par la Constitution, de ne pas témoigner contre moi-même. Évidemment, je savais que ça allait tout de suite sonner une alarme et que je deviendrais aussitôt leur suspect numéro 1. Thomas Tamm démissionne alors du département de la justice en attente de son inculpation devant un tribunal fédéral. À Cambridge, dans le Massachusetts, Jack Goldsmith travaillait maintenant comme professeur à la faculté de droit de Harvard. Un jour, on le convoque à une rencontre avec 2 agents du FBI au Harvard Square. Nous prenions un café quand un des agents m'a remis une enveloppe en papier brun, l'air un peu penaud. Il m'a dit que c'était une citation à comparaître dans le cadre d'une enquête devant un grand jury concernant les fuites au New York Times. Il semblait mal à l'aise et très embarrassé. La citation à comparaître avait été émise sous l'autorité du procureur général Alberto González. C'était particulièrement ironique de voir que le département de la justice s'en prenait à moi pour des actes illégaux ou des actes présumés illégaux en lien avec ce programme. À l'été 2007, l'enquête du FBI, déclenchée plus de 18 mois auparavant, n'affichait que peu de résultats. On décide donc d'y aller avec des méthodes plus musclées, en effectuant une série de perquisitions tôt le matin au domicile des principaux suspects. À 9 h du matin, le FBI, arme au poing, fait irruption chez William Binney et Kirk Wiebe. Et sur la côte ouest, ils entrent en force chez Diane Roque, la réveillant brusquement. J'étais consternée. Ils ont fouillé la maison au grand complet, ils ont inspecté tous les livres, tous les documents, les tiroirs. Ils ont renversé le matelas. C'était consternant. Vous savez, cet insigne, c'est la 2e plus haute récompense de la NSA. Et je leur demande, qu'est-ce que j'ai pu faire de si terrible pour mériter un tel traitement? Ed est probablement celui qui a payé le plus cher en termes de vie familiale, physiquement, psychologiquement, parce que Ed s'est retiré. Il a vécu en reclus. Sa femme l'a quitté. Ça me tourmente encore. Mais j'ai parlé à ma famille. J'ai parlé à mon père avant qu'il ne meure. Je sais que je n'ai rien fait de mal. Le FBI les soupçonnait d'être les auteurs des fuites au New York Times, mais ils ont tous nié. Et le journaliste du Times, James Risen, a corroboré leur dire. Je n'en connaissais aucun. J'étais par contre désolé qu'ils soient mêlés à quelque chose qui n'avait aucun lien avec eux. Je savais que ce n'était pas eux, que c'était des dommages collatéraux.
Ce jour-là, le FBI n'a pas débarqué chez Thomas Drake, mais lui savait qu'il serait le prochain. Près de 6 mois vont s'écouler et le FBI n'a toujours pas perquisitionné chez Drake. Mais le 28 novembre 2007, au matin... Vers 7 heures du matin, en regardant par la fenêtre, j'ai vu ces voitures s'arrêter. Il y avait une douzaine d'agents du FBI. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Mon tour était venu. Le mandat du FBI stipulait qu'il cherchait des preuves pour relier Thomas Drake aux fuites du New York Times. Fidèle à lui-même, Drake s'assoit à la table de cuisine avec les agents du FBI, sans la présence d'un avocat, et passe la journée entière à tenter de les convaincre que les vrais coupables sont les gens de la NSA qui ont mis sur pied ce programme illégal. Je leur ai dit tout ce que je savais, mais ce n'est pas ce qui les intéressait. Eux voulaient savoir qui étaient les sources du New York Times. Le FBI repart ensuite avec ses ordinateurs et des boîtes de documents. Thomas Drake n'avait plus qu'à attendre. Quelques mois plus tard, en avril 2008, Thomas Drake est convoqué pour rencontrer une personne qu'on décrit comme quelqu'un de très important. Il s'agissait du procureur fédéral Stephen Tyrrell. Lorsque Drake s'assoit, Tyrrell lui dit « Monsieur Drake, vous êtes dans de beaux draps. » Stephen Tyrrell ne détenait aucune preuve concrète lui permettant d'avancer que Thomas Drake avait parlé au New York Times ou qu'il avait transmis des documents secrets au Baltimore Sun. Pourtant, le procureur affirmait que le FBI avait découvert des documents classés secrets sur son ordinateur et dans son sous-sol, ce qui constituait un crime. Ils ont dit « Aimeriez-vous passer le reste de votre vie en prison? Si vous ne collaborez pas, nous détenons amplement de preuves pour vous emprisonner très longtemps. Vous auriez intérêt à vous mettre à table. » Le procureur Tyrrell voulait que Drake avoue qu'il faisait partie d'une conspiration impliquant Diane Roque, William Binney et les autres. Il n'était pas question que je me reconnaisse coupable, ce qui le contrariait beaucoup. Il m'a dit « Parfait, nous allons donc aller de l'avant avec ce que nous avons. » Thomas Drake et les autres étaient menacés de passer des dizaines d'années en prison, sans compter la perte de dizaines de milliers de dollars en frais juridiques. Au désespoir, ils vont conclure qu'il ne leur reste qu'une seule chance de s'en sortir. 2008 était en effet une année électorale, et un des candidats à la présidence promettait du changement. Are you fired up? Ready to go? Fired up? Ready to go? No more secrecy. That's a commitment I make to you as president. Il promettait le gouvernement le plus transparent de l'histoire. Il jugeait qu'il y avait eu trop d'opacité. Barack Obama ira même jusqu'à défendre l'importance des lanceurs d'alerte. Obama s'était toujours fait le héros des lanceurs d'alerte en soutenant que, grâce à eux, le gouvernement pouvait s'améliorer, car il dénonçait des agissements douteux et même illégaux. J'avais beaucoup d'espoir. J'espérais beaucoup qu'il y ait du changement. Et je souhaitais qu'une voix s'élève pour dire, au fond, vous avez fait ce qu'il fallait. En abordant la question du secret qui entoure la mise en œuvre du programme, Obama va se montrer convaincant. Je vais fournir à nos services secrets et à nos organismes d'application de la loi tous les outils nécessaires pour traquer et neutraliser les terroristes sans violer notre Constitution et nos libertés. Il n'y aura plus d'écoute électronique illégale visant des citoyens américains. C'était une lourde affirmation, une déclaration politique. Il dit dans ses mots que la surveillance a dépassé les bornes. Ignorer les lois lorsque ça nous arrange, c'est terminé. Ça ne nous ressemble pas. Il y a d'autres moyens de traquer les terroristes. On avait l'impression d'entendre un étudiant en droit constitutionnel. On aurait dit un avocat de l'Union américaine pour les libertés civiles. À la Maison-Blanche, durant les derniers mois de l'administration Bush, tout est mis en œuvre pour que le programme devienne permanent. Le débat s'est vite déplacé devant le Congrès où on se demandait s'il fallait donner ou non au gouvernement le pouvoir de faire ce qu'il faisait. Le président décide alors de tenter de convaincre le Congrès d'inscrire le programme dans une loi. En réalité, il abandonnait l'idée qu'il avait déjà le droit d'agir de la sorte selon l'article 2 de la Constitution sans passer par le Congrès. Le gouvernement propose alors de modifier la loi de la FISA, soutenant qu'il ne s'agissait que d'une simple réforme.
alors qu'en réalité, cela conférait à la NSA un pouvoir sans précédent. Les modifications à la loi de la FISA en 2008 étendaient certaines actions déjà autorisées par le président, mais contre Al-Qaïda uniquement, à toutes les actions légitimes de renseignement à l'étranger. Ainsi donc, non seulement ces modifications validaient-elles le programme de surveillance des terroristes, mais ils lui donnaient encore plus d'ampleur. Devant le Congrès, le gouvernement tente secrètement de démontrer le bien-fondé de cette loi en plaidant à huis clos devant le comité de surveillance du renseignement. Il fallait lire très attentivement pour comprendre ce qu'il voulait faire. Et je ne pense pas que les gens connaissaient leur véritable intention, qui était en fait de rendre légaux tous les programmes que le procureur général et le directeur du FBI avaient sérieusement mis en doute. En public, le président presse les législateurs d'agir, les mettant en garde. Adoptez cette loi, sinon des Américains risquent de mourir. Sans cette loi, notre capacité de prévenir de nouvelles attaques est diminuée. Et il nous sera de plus en plus difficile de prévenir des complots terroristes. Il ne faut pas laisser faire ça. Le candidat Obama était devant un dilemme. Devait-il voter contre le projet de loi du président? Il voyait venir l'élection générale. C'était un jeune sénateur qui n'avait pas beaucoup d'expérience en matière de sécurité nationale. Il devait donc se montrer intransigeant sur ces questions. En privé, on pouvait voir l'émergence d'un Barack Obama plus dur et plus déterminé. Je me souviens de notre toute première conversation durant la campagne. Je lui ai dit, « Lorsqu'on devient président, on doit tuer des gens. Êtes-vous prêt à en donner l'ordre? Êtes-vous prêt à assumer cet aspect du travail? » Il est resté silencieux un moment, puis avec un regard d'acier, il m'a dit, « Je sais tout ça et je suis prêt à le faire. » Malgré les critiques qu'il avait formulées dans le passé, malgré sa formation comme avocat en droit constitutionnel et son statut de défenseur des libertés civiles, il a choisi de voter pour le projet de loi. 6 mois plus tard, Barack Obama devenait le nouveau président des États-Unis et commandant en chef des forces armées. La première fois que Barack Obama a saisi toute la portée du programme, c'est lors d'un briefing dans la salle de crise sur toutes ces données collectées par la NSA grâce à ses programmes nationaux de surveillance. Le but du briefing était de renseigner le président et la nouvelle équipe de sécurité nationale à la Maison-Blanche sur le fonctionnement de ces programmes, sur leur importance, sur la structure juridique qui les encadrait et sur le pouvoir dont ils disposaient. Le président apprend alors que des milliards d'appels téléphoniques, de courriels et de données Internet ont été secrètement interceptés. À mesure qu'on décrivait les programmes, leur utilité, en particulier l'importance de la collecte de données, l'outil extraordinaire que ça représentait, tout ça démontrait que ce programme était essentiel et qu'il fallait le maintenir. Les plus proches conseillers du président lui font valoir que ce programme est nécessaire. Obama devait prendre une décision. Fallait-il restreindre radicalement la portée du programme? J'estime que le président a soupesé la question avec tout le sérieux qu'on attend d'un président des États-Unis. Sa décision était prise, le programme allait continuer. Il a eu la chance de dire « ça va trop loin ». Ne ciblons pas tous ces gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme en ratissant si large. Mais il a décidé de reconduire le programme pratiquement tel quel. Je ne me souviens d'aucune fois où Barack Obama aurait freiné en disant « On ne peut pas faire ça ». Convaincu de la pertinence et de la nécessité du programme, le président va l'endosser complètement. À la NSA, le budget pour intercepter les communications des gens dépassait maintenant les 10 milliards par année. Pour gérer ces activités, la NSA pouvait compter sur plusieurs entrepreneurs privés et sur des entreprises en mesure de lui fournir des analystes programmeurs et des ingénieurs hautement qualifiés. La NSA, la CIA et d'autres services de renseignement se sont brusquement rendus compte qu'ils avaient besoin de gens ayant ce genre de compétences. Âgé de 25 ans, Edward Snowden était l'un d'eux.
ce décrocheur du secondaire avait grandi à 20 minutes de la NSA. Il a grandi dans un quartier où vivaient un bon nombre de membres de la communauté militaire et de celle du renseignement. Son père avait servi dans la garde côtière durant 30 ans. Snowden s'était enrôlé dans l'armée, mais avait dû la quitter après s'être fracturé les 2 jambes lors d'un entraînement. Et il a eu la même réaction après les événements du 11 septembre que la plupart des jeunes patriotes américains, en se disant « j'aimerais contribuer ». C'est ce qui l'a amené à la NSA et à la CIA dans le milieu du renseignement. En 2009, Snowden est sous-traitant au Japon pour la NSA. Ses responsabilités lui permettent d'avoir un accès privilégié aux détails des opérations de la NSA. Il a vraiment commencé à comprendre à quel point la NSA s'était infiltrée dans les infrastructures d'Internet. Plus il en apprenait, plus il s'inquiétait. Un des documents clés que découvre Snowden est un rapport secret d'un inspecteur général détaillant l'historique du programme. Ça racontait toute l'histoire secrète du programme. Ça révélait que c'est David Addington et Michael Hayden qui avaient signé les autorisations pour le programme. Il y était aussi question de la mutinerie au sein du département de la justice. En conséquence de quoi, le conseiller de la Maison-Blanche, plutôt que le procureur général, a signé l'autorisation du 11 mars 2004. C'était l'historique complet et intégral de ces programmes. Il m'a dit que lire ce rapport de l'inspecteur général l'avait bouleversé. Il sentait que des gens avaient commis des actes répréhensibles sans avoir été sanctionnés. Sous la présidence de Barack Obama, Snowden constatait que le programme se poursuivait. Il souhaitait qu'Obama devienne un modèle de transparence. Et ça n'a pas été le cas. C'est un autre moment clé où Snowden a compris que c'était désormais à lui d'agir. Pendant que Snowden réfléchissait à son plan, le département de la justice de l'administration Obama remettait à l'ordre du jour les enquêtes sur les fuites entreprises sous l'ère Bush. Ces enquêtes commencées durant l'ère Bush étaient sur des tablettes. Mais loin de les abandonner, ils les ont réactivées. Ils ont continué de poursuivre les ennemis de la NSA exactement comme sous l'administration Bush. Malgré ses discours de campagne appuyant les lanceurs d'alerte, le président Obama ne fera rien pour que cessent les poursuites. Ce président-là n'apprécie manifestement pas les fuites de renseignements secrets. Ils ne pouvaient pas tous nous inculper, alors ils ont choisi celui qui servirait d'exemple aux autres analystes de renseignement. Celui qui parle, qui communique avec les médias va le payer cher. C'était la leçon qu'ils voulaient qu'on tire. Dans le cas de Tom, ça a été jusqu'à l'inculpation. Le 14 avril 2010, Thomas Drake est formellement accusé. J'ai été accusé, mais avant de passer devant le juge, les officiers de la police fédérale ont pris mes empreintes digitales pendant que les agents du FBI surveillaient. J'étais une menace à la sécurité nationale des États-Unis. J'étais devenu un ennemi de l'État. On l'accuse d'avoir enfreint la loi sur l'espionnage. Je risquais de passer le reste de ma vie derrière les barreaux. Alors qu'il attend de comparaître, la vie de Thomas Drake s'écroule. Durant 2 ans, il a épuisé toutes ses économies pour se payer un avocat privé. À court d'argent, il a finalement dû se rabattre sur un défenseur public. Je me sentais complètement abandonné. Ma vie était devenue un enfer. Je n'avais plus de revenus, plus de fonds de retraite. Ma vie était chamboulée. J'étais persona non grata. J'ai été engagé comme consultant et j'ai été en mesure de prouver que tous ces documents qui leur servaient de preuve faisaient déjà partie du domaine public. En plus, ils y avaient été déposés par le gouvernement lui-même. Ils n'ont reçu le tampon classé secret qu'après la perquisition chez Thomas Drake. Tout ce qu'ils ont fait, c'est de tracer une ligne diagonale, tamponner les documents pour ensuite l'accuser d'avoir eu en sa possession des documents classés secrets. On le piégeait. C'était un coup monté. Le gouvernement continuera de dire que Drake détenait des documents classés secrets enfreignant la loi sur l'espionnage. Mais quelques jours avant le début du procès, les accusations retenues contre lui seront abandonnées.
C'était stupéfiant. De présumé coupable de crimes passibles de prison à vie, Drake a vu l'accusation être réduite à un délit simple, parce que le département de la justice voyait bien que sa cause n'allait nulle part. Drake consent alors à plaider coupable pour utilisation non autorisée d'un ordinateur du gouvernement. Après avoir payé 25 $ de frais de cour, il a été placé en probation pour 1 an et a dû faire des travaux communautaires. Aucun autre suspect de l'enquête sur les fuites n'a été accusé, alors que plus de 10 ans se sont écoulés depuis. Malgré les révélations d'individus à l'interne comme Thomas Drake et les articles dénonçant le programme, l'opinion publique ne s'est pas enflammée et les critiques du Congrès se sont faites rares. Le programme a pu continuer de s'étendre. Pendant ce temps, dans son bunker secret à Hawaï, Edward Snowden travaillait désormais pour un autre entrepreneur de la NSA et il élaborait son plan pour dévoiler lui-même le programme. Snowden étudiait soigneusement les gestes posés par d'autres lanceurs d'alerte, les membres du groupe Thin Thread, Thomas Tam et surtout Tom Drake. La leçon qu'il a tirée des actions de Drake et Binney, c'est qu'on peut être discrédité, ou alors que les gens ne sauront pas s'ils doivent vous croire si vous n'avez pas de preuves. Alors, il a décidé qu'il lui faudrait beaucoup de documents à l'appui de ce qu'il avancerait. Snowden était dégoûté par le New York Times parce qu'il détenait ces informations avant l'élection et qu'il les avait cachées durant des mois et des mois. Et il ressentait une réelle antipathie à leur égard à cause de la manière dont ils avaient traité James Risen. Plutôt que de contacter le New York Times, Snowden communique avec Glenn Greenwald, Laura Poitras et Barton Gellman. Il commence systématiquement à copier et à leur envoyer des documents concernant plusieurs des secrets les mieux gardés des États-Unis. Snowden avait accès à plusieurs informateurs. Il avait les autorisations nécessaires pour accéder à plusieurs zones de surveillance électronique. De plus, il avait un droit d'accès étendu réservé aux grands utilisateurs. Tout ça lui permettait d'ouvrir bien des portes. Il s'agissait d'une brèche gigantesque. C'était la plus grande quantité de renseignements, la fuite la plus importante de renseignements classés secrets de toute l'histoire des États-Unis, ou même de l'histoire de l'humanité. À la NSA, le programme était sérieusement menacé, et ça ne faisait que commencer. Collected millions of contact lists would allow the NSA to map out a person's life. Communication links by Gmail. Bombshell allegation that our government has been NSA collects nearly everything a user does on the